Pour notre dernière table ronde autour de l'attractivité des métiers du soin, je vais laisser l'animateur de la table, Bernard Buron, présenter ses invités. Et ensuite, nous aurons la restitution de la journée. Et je vois que Dominique Desjeux continue d'écrire. Donc, nous aurons, semble-t-il, une très belle restitution à la fin de cette table ronde. Et je vous laisse, Bernard. Merci Isabelle. Donc, on va commencer... Pour finir un peu avant la synthèse de Dominique sur un sujet simple, facile, parce que nous adorons les sujets faciles, la question de l'attractivité des métiers. Donc, il y a une vraie question. Et donc, on aura plusieurs interventions, contributions, 2 femmes, 2 hommes, un animateur. Voilà, comme ça, c'est équilibré. Séverine Chevalier, psychologue à l'Université de Tours. Aude Chéreau, directrice régionale de Vive 3 Centre-Val de Loire, Thomas Sigaud, sociologue à l'Université de Tours, et Frédéric Spignierny, directeur des affaires médicales au CHU. Donc c'est une question complexe. Peut-être on commencera par Thomas, qui a fait un travail assez important, assez quantitatif et qualitatif auprès de directeurs d'établissements, peut-être pour se poser la question de quoi on parle. Au fond, de quoi la question de l'attractivité est-elle le nom? De quoi on parle quand on parle de ça? Donc, Thomas, je te propose de nous parler de ce travail financé par la CNSA. Oui, merci Bernard. Effectivement, j'ai dirigé le volet scientifique d'une enquête financée par la CNSA sur des fonds INSERM et qui portait, donc a été menée en partenariat avec une équipe de recherche de Lyon 3 et qui portait sur, qui s'intitulait, qui visait à étudier l'économie territoriale des relations de concurrence et de coopération entre EHPAD à l'échelle de territoires localisés en France. Donc on a comparé le Rhône et l'Indre-et-Loire. Et notre objectif, c'était en fait d'interroger la double crise d'attractivité que connaîtraient les EHPAD, à savoir que, pour faire simple, parce qu'il est un petit peu tard, donc allons-y, plus personne ne voudrait y vieillir et plus personne ne voudrait y travailler. Donc notre objectif, c'était vraiment d'interroger ce discours de crise, ce double discours de crise, et de le déconstruire en revenant aux pratiques des acteurs, à savoir un travail d'enquête qualitatif auprès de directeurs et de directrices d'établissements, donc d'EHPAD, on a une 60aine d'entretiens, et aussi de directeurs et de directrices de services connexes, résidences seniors, résidences autonomie, services de maintien à domicile. Et une enquête aussi, donc une 60aine d'entretiens auprès de professionnels dans les EHPAD, en se concentrant essentiellement sur les professionnels de première ligne, les aides-soignantes notamment, qui sont nettement majoritaires dans des établissements où elles représentent parfois près de 60% des salariés. Et la façon dont on a voulu interroger l'attractivité, nous, ça a été en remobilisant les cadres d'analyse, notamment tirés de la sociologie économique. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'attirer? Qu'est-ce qui fait l'attractivité d'un établissement? Ce qui fait l'attractivité d'un établissement, c'est sa capacité à réaliser 3 opérations. Attirer des professionnels, sélectionner des professionnels, fidéliser des professionnels. C'est la même chose pour les résidents. Attirer, sélectionner, fidéliser. Et en fait, ce que nous ont montré les entretiens avec les directeurs et les directrices d'établissements, c'est que avec leurs mots à eux, avec leur présentation des choses, chacune de ces étapes, pour eux et pour elles, apparaît comme un travail strictement impossible. C'est-à-dire qu'ils ou elles considèrent n'avoir aucun moyen, aucun levier pour attirer, aucun levier pour sélectionner, aucun levier pour fidéliser. Donc ça, c'est le cadre d'analyse globale. J'entre pas plus en détail sur les résultats, on y reviendra sûrement un peu après. D'accord. Donc après avoir planté une partie du décor, peut-être... Séverine, une autre partie du décor que nous dit la psycho sur ces questions d'attractivité, de travail, de maintien au travail, etc. L'histoire d'avoir 2 éclairages. Puis après, on rentrera un peu plus dans le détail, mais après, 2 éclairages d'expérience, de responsables, de gens qui sont confrontés au problème. Que faites-vous pour que les choses aillent mieux? Merci Bernard, et puis déjà merci aussi de m'avoir convié à cette table ronde. Je vais essayer de tenter d'apporter un éclairage issu de la psychologie du travail des organisations sur cette question de l'attractivité des métiers du soin, en reprenant peut-être effectivement les différents niveaux, puisqu'il faut peut-être différencier l'attractivité, la sélection, et puis celle de la fidélisation et du maintien en emploi. Peut-être en posant une question plus large, c'est est-ce que ces difficultés de recrutement
que connaissent certains directeurs d'établissements sont spécifiques au secteur de la santé et au secteur médico-social. La réponse est non. En fait, les différentes enquêtes récentes sur le sujet montrent qu'il y a d'autres secteurs qui sont particulièrement en tension. Je pense à l'hôtellerie-restauration, je pense au secteur de la construction où on parle de pénurie de main-d'œuvre, donc on n'en est pas là non plus, mais il y a effectivement une crise d'attractivité. Si je pose cette question, c'est notamment pour peut-être se dire que c'est plutôt un rapport au travail qui a changé pour la majorité des Français, avec des aspirations de plus en plus individualisées, une quête de sens du travail, de sens de la vie, d'équilibre aussi des différentes sphères de vie. Une quête de cohérence éthique dans le travail, des demandes de participation, d'autonomie et de reconnaissance qui s'accroît. Et donc, je crois que les organisations doivent s'adapter à ces évolutions dans leurs pratiques, en tout cas adapter les pratiques organisationnelles et faire évoluer pour qu'on puisse répondre à ces évolutions. Après, il y a quand même une spécificité du secteur, et là j'emprunte aux travaux de notre discipline, c'est la question, et qui est l'axe central de l'équipe de recherche à laquelle j'appartiens, la question de la santé psychologique de ces professionnels. Et je crois que le personnel soignant est quand même particulièrement sujet à du stress, à de l'épuisement professionnel. Donc ça, je le retire des travaux sur le sujet. Là aussi, dans la littérature scientifique, on sait pour autant que cette santé physique et psychologique de ces personnels est en lien avec la qualité de prise en charge. Donc je dirais qu'en tant que psychologue du travail, la clé d'entrée pour le maintien, là si je suis sur le volet de fidélisation et de maintien en emploi, donc toutes les problématiques de turnover ou d'absentéisme, il faut, la clé d'entrée pour nous, il faut finalement préserver la santé de ces professionnels et donc promouvoir la qualité de vie au travail. On parle de QVCT aujourd'hui, qualité de vie et les conditions de travail. Autrement dit, repenser des pratiques managériales, organisationnelles, repenser les conditions de travail qui vont permettre de préserver la santé de ces professionnels, ou en tout cas d'essayer de rompre avec un cercle vicieux aujourd'hui où on sait que les absences des uns, ces problématiques de turnover vont aussi se reporter avec une surcharge pour ceux qui restent. Donc moi je parle d'un cercle vicieux qu'il faut effectivement essayer de freiner aujourd'hui. Et donc repenser les pratiques. Alors on parlera aussi, j'espère que Bernard, tu me redonneras la parole pour parler aussi des outils qui peuvent aider à atteindre cet objectif de préservation de la santé, de promotion de la qualité de vie au travail. Mais avant de parler des outils ou des innovations technologiques, je crois qu'il y a vraiment aussi à faire évoluer les pratiques organisationnelles. Et je prendrai un exemple, celui de la reconnaissance, que je l'ai évoqué comme étant faisant partie des besoins, des aspirations fortes. Aujourd'hui, les politiques publiques, et il y a cette volonté aussi pour certains directeurs d'établissements d'augmenter les salaires, de mettre en place même des primes d'attractivité. Alors moi, je ne vais certainement pas aller contre ça. Je vais dire continuons, allons-y. Il faut effectivement que ces professionnels se sentent suffisamment bien rémunérés pour avoir un sentiment de reconnaissance de leur implication et puis pouvoir vivre tout simplement dignement de leur travail dans un contexte d'inflation qu'on connaît tous. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en psychologie du travail, on sait que la rémunération, les primes, ne sont pas un levier de la motivation qu'on appelle la motivation intrinsèque. Ça évite la démotivation, ça évite le désengagement, mais ça ne favorise pas ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. C'est celle qui fait qu'on se lève le matin et on va au travail avec plaisir, on donne du sens à ce qu'on fait, on a des affects positifs dans l'activité. Et donc, il faut repenser des formes de reconnaissance. Je pense à une étude que nous avions menée sur des manipulateurs radio, une enquête quantitative sur un peu plus de 700 manipulateurs radio, où on avait justement étudié les liens entre reconnaissance perçue et intention de poursuivre l'activité. Et on avait notamment démontré qu'il y avait une importance d'une reconnaissance dite multisource, c'est-à-dire une reconnaissance par les supérieurs, par les pairs, par les patients, et que ces différentes formes et sources de reconnaissance permettaient d'expliquer une part de leur identification professionnelle d'une part, et de leur bien-être d'autre part, ou en tout cas diminuer aussi les sentiments de détresse psychologique de ces professionnels. Donc je crois que voilà, il faut,
je vais conclure là-dessus sur cette première partie, mais il faut essayer de penser des pratiques organisationnelles qui soient vertueuses, qui favorisent le fonctionnement optimal et qui préservent. En fait, il faut prendre soin de ceux qui prennent soin. Voilà, si je peux le dire autrement, et essayer de repenser les pratiques. Merci. Pardon. Au cours de notre travail préparatoire, on avait évoqué aussi, on s'en souvient peut-être, peut-être pas, mais le rapport suite au Conseil national de la refondation de 2022-2023, de la refondation, sur la question du travail et reconsidérer le travail, le rapport Sénard-Thierry, qui indiquait que ce qui ressortait de ça, c'était une attente, un besoin, un souhait de meilleure reconnaissance des Français au travail, et qui situait un peu l'un des enjeux sur une sorte, je cite, l'un des axes, c'était gagner la bataille de la confiance par une révolution des pratiques managériales en associant davantage les salariés, les travailleurs, parce qu'un des enjeux qu'on n'a pas évoqué là, mais qu'on perçoit tous, c'est que le niveau moyen d'éducation, de formation des salariés dans les entreprises de manière générale ou dans le secteur est un niveau qui est en augmentation. Et que on voit bien, alors pour les plus anciens, on se souvient de l'époque où le message était le salarié doit s'adapter à son travail, et que le message aujourd'hui qu'on entend, y compris chez certaines entreprises, c'est un peu de la pub, mais c'est on va inventer le travail qui vous convient. C'est-à-dire le travail devrait alors le premier, on le voit très bien, c'est classique, dans les institutions de notre société, les individus s'adaptent et s'intègrent en s'adaptant, en s'adaptant et en adoptant le rôle que l'institution a prévu pour eux. Or, aujourd'hui, la demande de reconnaissance, elle pose le problème autrement. Les gens voudraient ou espèrent, et ça, c'est pour ça que je vais vous repasser la parole aux personnes qui sont en responsabilité dans les établissements, comment vous gérez cette contradiction-là entre, en particulier dans les secteurs santé, où il y a besoin d'une traçabilité des actes et donc un suivi, un contrôle qui est quelquefois assez important, et comment vous faites en sorte d'adapter les organisations à finalement une autonomie plus grande ou à une meilleure reconnaissance, une meilleure prise en charge. Peut-être Frédéric ? Oui, bonjour à tout le monde. Alors juste, je voulais revenir sur la motivation intrinsèque, parce que c'est vrai que maintenant, en fait, ça fait 20 ans qu'on a des rapports qui parlent du désenchantement dans le milieu du soin. Je crois que le premier rapport, il devait être en tout début des années 2000. Et que ça fait 20 ans, quand on travaille à l'hôpital, moi ça fait pas 20 ans, mais j'ai étudié avant, où on vous dit que maintenant les hôpitaux doivent être magnétiques. C'était la grande théorie à la mode il y a quelques décennies. Et généralement, on a le panorama des actions à mettre en œuvre pour pouvoir attirer, fidéliser et de ne pas voir partir le personnel. Et c'est vrai que dans tout ce qui avait été décrit sur le désenchantement, on retrouve un peu la perte de la qualité de la motivation intrinsèque, c'est-à-dire avant, la sphère du soin était vue comme une sphère qui était plutôt religieuse, avec la notion de vocation, et qui a eu un encastrement dans la sphère économique. Et du coup, il y a énormément d'outils objectivés qui sont venus polluer un peu le travail des soignants, et c'est un peu ce que tu dis sur le caractère quantitatif du suivi de l'activité. C'est que les cadres de santé nous disent mais on ne peut pas faire notre travail parce que maintenant il faut tout tracer, faire du reporting sur ce qu'on trace, le faire remonter, contrôler ce qu'on trace et puis après attendre la certification qualité. C'est certain qu'il y a énormément d'évolutions dans le milieu de la santé qui ont pu venir travailler cette espèce de notion historique de vocation qui n'était peut-être pas non plus une notion forcément correcte. Ça ne veut pas dire que les soignants sont au service des autres ad vitam aeternam. Il y a aussi des choses autour de la fatigue de compassion qui montrent qu'effectivement la sollicitude permanente dans les secteurs de grande fragilité, je sais pas, urgence, EHPAD, provoque aussi une surcharge qui peut provoquer une forme de souffrance des soignants. Donc c'est vrai que nous, au quotidien,
en tant que directeur, en fait, il n'y a pas énormément d'innovation pour attirer les soignants. Il y a effectivement un aspect économique qui est important. Mais même maintenant, il y a certaines primes d'attractivité qui ne fonctionnent pas. Il y a une prime, je pense que vous en avez entendu parler, pour les infirmières en sortie d'école, pour qu'elles viennent tout de suite au travail, parce que les sorties d'école se font l'été. Mais en fait, non, il y a des infirmières qui sont capables, je pense même pas économiquement, de cracher sur 2 000 à 3 000 euros pour pouvoir prendre leurs vacances. Je pense qu'il y a un arbitrage, c'est même une question de confort économique, il y a un arbitrage sur la qualité et de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée qui est très important. Je pense que c'est des évolutions qui sont tout à fait attendues, tout à fait normales et qu'effectivement il ne faut pas revenir dessus. Donc l'aspect économique il est assez présent. Et puis en tant que directeur des affaires médicales pour les médecins c'est aussi le cas. Il y a eu énormément de revalorisation notamment depuis le Covid. Je regarde certains médecins dans la salle comme ça, je suis sûr de les coincer un jour. Mais il est vrai qu'au-delà de l'aspect économique, il y a une compréhension de ce qu'attendent les individus au travail, d'ailleurs qui nous concerne même nous, c'est-à-dire trouver une forme d'autonomie qui soit assez satisfaisante et non plus un travail hiérarchique ou des modalités de management qui sont réducteurs pour l'individu. Maintenant, il faut qu'on fasse un peu attention. Tout le monde ne cherche pas ça dans les établissements. On se gargarise beaucoup de théorie managériale parce que nous sommes dans des positions de compréhension des rapports sociaux. Mais c'est vrai que l'aide-soignante en EHPAD ou l'infirmière de nuit en EHPAD, si elle ne vient pas, c'est aussi parce qu'il y a une certaine charge de travail. Il y a un travail qui est souvent isolé d'ailleurs dans les EHPAD. Et c'est aussi ça qu'il faut qu'on puisse aborder parce que oui, les soignants et notamment l'encadrement a un œil sur des quotas de soignants par lit, mais une forme de dégradation au moment du vieillissement pose aussi des questions sur le travail en tant que tel, le caractère même bienveillant du travail, notamment dans le médico-social. Et c'est vrai que ça, c'est un souci qui est assez quotidien et qui ne relève plus de l'aspect économique. Peut-être autre pour un retour d'expérience sur une innovation managériale à challenger, bien sûr, comme toute. Alors, Bernard, petite surprise, je vais en parler, mais du coup, j'avais bien fait mes devoirs et j'avais essayé de rattacher le sujet de l'innovation managériale au sujet de la technologie, puisqu'on avait ce rapport qui a été interrogé entre la technologie et l'attractivité. Donc, j'ai bien travaillé en tant qu'opérationnel, j'ai fait mes devoirs comme on m'avait demandé. Et je voulais déjà commencer en vous disant qu'un dirigeant, il ne se pose jamais la question du rapport entre la technologie et l'attractivité de ses métiers. On ne se la pose jamais comme ça. Elle s'impose à nous et je voulais vous expliquer comment elle s'impose à nous. D'abord, il y a des évidences. Quand on parle d'attractivité, tu parlais de désenchantement, oui, on peut le prendre comme ça. Il y a les évidences de la rémunération. Voilà. Et il y a les évidences de la qualité de vie au travail, aussi bien sur les modalités, donc les organisations de travail en elles-mêmes, que les conditions matérielles. Ça, c'est un petit peu ce qui vient normalement, assez naturellement à tout dirigeant quand il a des problèmes d'attractivité. Mais aujourd'hui, grâce à nos générations Y, Z et toutes celles qui vont suivre, on se pose la question, et tu l'as très, très bien dit, du sens, du sens au travail. Et chez nous, on tente d'y répondre exactement avec les mots que tu as prononcés, avec le prendre soin de nos salariés. Parce qu'on est persuadé que pour attirer, sélectionner, garder, il faut qu'on prenne soin de nos collaborateurs. Et c'est autour de ça qu'en effet, en tant que dirigeant, on s'interroge. Et pas vraiment en passant par le prisme de la techno. Et pourtant, aujourd'hui, elle irrigue tout. Et quand je me suis interrogée sur comment on prend soin chez nous de nos collaborateurs, et donc l'autonomie va arriver, on a 4 vecteurs. D'abord, les conditions de travail, qui sont aujourd'hui vraiment extrêmement liées aux nouvelles technologies. J'en ai recensé 4, peut-être en aurez-vous d'autres et je les prendrai volontiers. D'abord, il y a les technologies qui soulagent nos collaborateurs. On entendra tout à l'heure, j'imagine, parler de l'ergosquelette et des expérimentations dans nos établissements, mais il y a des choses tout à fait aujourd'hui banales dans l'environnement, comme les rails.
qu'on trouve au plafond de nos EHPAD pour pouvoir mobiliser nos personnes âgées, ça, c'est de la technologie qui soulage nos soignants. Donc, c'est de la technologie qui prend soin. On a les technologies qui améliorent la performance ou la qualité de prise en charge. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est bien pour le patient, pas tellement pour le professionnel. Ben si, parce que souvent, c'est des technologies qui permettent la délégation de tâches encadrées. Je vais vous donner un exemple. Quand on travaille sur des algorithmes de suivi de patients qui nous permettent une meilleure surveillance ou sur du télésoin à domicile, et ben finalement, l'aide-soignante, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va, grâce aux télésoins et au contact qu'elle aura quotidiennement avec un médecin ou son infirmière de référence, elle va être amenée à faire des actes que dans sa vie courante et sa vie professionnelle, elle n'avait pas envisagé à faire en autonomie, comme la prise de tension, la glycémie, etc. Et ça, c'est très attractif, de pouvoir s'épanouir, prendre plaisir au travail et aller plus loin que ce qu'on avait peut-être imaginé. Il y a aussi les technologies qui sécurisent. Alors ça, c'est par exemple toutes les technologies qui vont sécuriser votre cadre professionnel, comme le fait que dans 2 de nos EHPAD en ce moment, on teste une solution de téléconsultation 24 heures sur 24. Ça veut dire que vous soyez dans l'équipe de nuit ou infirmière à l'EHPAD, vous avez la possibilité d'appeler et d'avoir un médecin au bout du fil. Et bien ça, le retour d'expérience qu'on a aujourd'hui, il est très verbalisé par nos équipes. Elles sont ravies, elles sont sécurisées, donc elles se projettent. Donc, on les garde. Et puis enfin, il y a les technologies qui interagissent avec nos patients et qui dégagent un peu de temps supplémentaire à nos aidants. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si ce matin vous avez parlé du phoque ou de tous ces petits animaux avec interaction, mais eux, ils nous permettent de dégager un petit peu de temps à consacrer à nos patients. Deuxième sujet sur lequel on travaille en dehors des conditions de travail, c'est l'autonomie. Donc là, pour le coup, en effet, on est dans une entreprise qui a engagé une vraie révolution managériale, même si on ne doit plus le dire comme ça, autour du lien entre la confiance et la responsabilité, en se disant que ce sont ceux qui font sur le terrain leur métier, qui savent le mieux comment le faire évoluer, comment optimiser leurs pratiques et comment faire avancer les choses. Et donc, nous avons lancé, par vagues, plusieurs expérimentations d'équipes autonomes dans un cadre qu'on a co-construit avec un référentiel de l'équipe autonome et sur une base de co-volontariat entre, évidemment, les membres de l'équipe qui lèvent la main pour faire partie de l'expérience, mais surtout le manager qui voit sa place totalement bouleversée par l'autonomie qui est donnée à cette équipe. Alors, c'est intéressant, on pourra en reparler si ça vous intéresse, mais de se dire qu'on peut aller très loin dans l'autonomisation, qu'à partir du moment où une équipe s'empare d'un sujet, je pense notamment à nos EHPAD, on peut aller jusqu'à une refonte complète de l'organisation du temps de travail par cette équipe, qui prend totalement la main sur son organisation du temps de travail. Et sur les 2 EHPAD où on a mis en place ces expérimentations, je voulais vous dire que finalement, sur nos 8 EHPAD, ce sont les 2 qui ont le taux le plus bas d'absentéisme. Je regardais hier, on a un taux moyen d'absentéisme à 10% sur nos EHPAD. Là, on a des EHPAD qui ont un taux de 6 et de 4% d'absentéisme. Donc, je pense quand même qu'on a un petit lien entre l'autonomie et le sens donné au travail et le taux d'absentéisme. Et très vite, pour finir, les 2 items du prendre soin de nos collaborateurs. 1, la capacité, parce qu'on autonomise nos équipes, à les laisser porter des innovations, donc évidemment organisationnelles, je viens d'en parler, mais on est au Youth Tech Lab aussi des innovations technologiques. Alors, à les porter, je pense surtout en fait aux simulations que vous menez. On en a parlé dans la table ronde précédente, le fait qu'elles puissent complètement participer, faire valoir leurs expertises. Ça, c'est grâce à l'autonomisation, au temps dégagé, aux technologies qui soulagent, qui facilitent, qu'on peut rendre ce temps disponible à nos équipes. Et enfin, la rémunération. Parce que ça, je n'ai pas réussi à le supprimer. Le levier, il est essentiel. Sauf que, dans notre quotidien de manager, je crois qu'on se rend compte que si on a les 3 premiers leviers, conditions de travail, autonomie, capacité à porter des innovations, en fait, le 4e, on n'a pas besoin d'être le mieux disant. Il faut juste être dans le marché et on attire. Parce que c'est le reste qui fait la différence.
Donc voilà, je voulais simplement pouvoir témoigner aujourd'hui que la techno, c'est un outil, un levier, un facilitateur pour un dirigeant, mais c'est jamais un argument dans l'attractivité. Et que je crois que c'est ça qu'on va devoir travailler dans le futur, c'est comment en fait finalement on insiste bien sur la visibilité de ces innovations qu'on crée, qu'elles soient organisationnelles, managériales ou technologiques. Ça, c'est important, y compris dans des périodes où notre société rêve des fois de solutions technologiques automatiques et qui remplaceraient les problèmes. Si la techno n'est pas un facteur d'attractivité en soi, c'est donc tout ce qu'il y a autour. Et moi, ce qui me semble important, et peut-être des gens réagiront là-dessus, mais c'est aussi le changement extrêmement profond, sans doute, enfin à l'entendre, de la place, du rôle, de la conception du rôle du manager. Et de la remise en cause de modèles qui existent et qui, pour travailler sur une autre organisation où il y a eu une très forte révolution organisationnelle et managériale, ça, je vais le dire avec douceur, ça ne s'est pas passé très bien avec les managers, puisque sur les 35 directeurs d'établissement de la structure, je pense que 34 ont démissionné. Donc, il faut... Voilà. Mais ça croise exactement ce que nous disait ce rapport Sénart. Hein. L'enjeu, c'est aussi un enjeu de la révolution des métiers du management. Comment manager, d'ailleurs, mot d'origine française, hein, manager, c'est ménager. Étymologiquement, c'est repassé par l'anglais, ça nous est devenu comme un truc vachement moderne, mais en fait non, c'est un vieux mot du Moyen-Âge qui consiste à ménager, et ménager, c'est aussi du prendre soin. Donc il y a un enjeu sur la révolution du management. Alors, pour pas basculer, alors Thomas peut-être, non? Tout de suite ou... Oui, enfin je voulais pas, mais c'est vrai que la question du management, elle est... Enfin en tout cas, nous ce qu'on constate dans notre enquête, c'est un fossé qui est en train de se creuser entre deux publics qui vivent la même crise des établissements des EHPAD. C'est-à-dire que les directeurs et les directrices vivent une crise du secteur des EHPAD, les professionnels vivent une crise du secteur des EHPAD, et quand ils nous en parlent, on a l'impression qu'ils ne vivent pas la même crise, et qu'ils la vivent côte à côte, de manière séparée. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental. Juste, nous, on essaie aussi d'objectiver un petit peu, comme l'a dit Séverine, il faut mettre en perspective les différents secteurs. Et aujourd'hui en France, c'est l'enquête emploi qui le dit, enfin on l'a traité, 7% des gens veulent ou font des démarches actives, veulent changer de travail ou font des démarches pour le faire. C'est 6,7% dans les EHPAD et 7,1% dans le secteur de la santé. C'est-à-dire qu'on est à peu près au même état. Et quand on fait des analyses plus poussées, quand on contrôle de l'âge, quand on contrôle du type de métier, quand on contrôle de la nature du travail, c'est sûr que chercher un autre travail quand on est en CDD à 50%, c'est pas pareil que quand on est en CDD à temps plein. Et ben on se rend compte que le fait de travailler dans le secteur de la santé n'a pas d'effet sur la volonté d'aller chercher un autre emploi. Donc il y a quand même quelque chose de ce constat de crise et qui en même temps ne s'exprime pas aussi franchement et clairement qu'on le voudrait. Et donc nous, on sent ce décalage entre d'un côté des directeurs qui ont un discours de l'impuissance, qui disent, alors pas du tout ce que vous nous dites, et c'est très beau de l'entendre, et qui nous disent qu'ils ne trouvent plus les leviers, et de l'autre des professionnels qui ont un discours plutôt de l'empêchement, et qui ont une idée, une image de leur travail, et qui ont le sentiment qu'on l'empêche de le réaliser. Et c'est là on reboucle vers la technologie et l'innovation. Ce qui intéresse les professionnels dans les EHPAD, moi je parle des EHPAD parce qu'on est vraiment dessus, hein, c'est pas de la technologie pour la technologie, il ne s'agit pas d'aller gagner en technicité pour se rehausser et gagner en prestige, se mettre au même niveau que les professions les plus nobles et les plus techniques, celles qu'on trouve à l'hôpital. La technologie, ça les intéresse quand ça leur permet de remettre de l'humain. Parce que ce qu'elles nous disent, c'est qu'on les empêche de faire un travail humain. Et ce n'est pas la technologie en tant que telle. Et ce discours-là, on a du mal, nous, en tout cas depuis notre point d'observation, à l'entendre descendre des directions et des responsables du management. Alors pour prolonger sur la question de l'innovation technologique, peut-être Séverine, par rapport à un travail de petite innovation technologique, mais on a toujours tort quand on porte un jugement de l'extérieur. La question de l'importance de l'innovation technologique, ce n'est pas la question de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent de l'extérieur. L'enjeu, c'est comment c'est ressenti de l'intérieur. Le rail
de transport, dans certains établissements, c'est rejeté soit par les professionnels, soit par les familles, soit par les patients ou les résidents. Parce que c'est quelquefois interprété comme un pronostic négatif de si on met un rail là, c'est que je suis devenu légume. C'est un mauvais pronostic et ça peut être très mal vécu par les familles ou par les professionnels. Donc, essayons de ne pas avoir un avis ou un jugement de l'extérieur sur une innovation technologique, comment c'est vécu, et même une petite innovation technologique en apparence, dans laquelle il n'y a pas beaucoup de technologie, eh ben, il y a quand même quelques enjeux. Merci Séverine de nous en dire un mot. Oui, alors je vais effectivement reprendre. Je crois que ça fait aussi écho à tout ce qu'on a entendu ce matin. Il y a quand même une évolution rapide des technologies et l'idée, c'est de se dire qu'elles peuvent être au service, on l'a vu, à la fois soit de la prise en charge et aussi peut-être justement d'atteindre cet objectif de préservation de la santé physique ou psychologique des professionnels. En tout cas, quand on implémente un outil dans une organisation, il y a pour le dirigeant nécessairement cet objectif, soit d'améliorer les performances de travail, soit d'améliorer la santé. Et en tout cas, ça vient questionner de nouvelles conditions de travail. C'est-à-dire que ça change les manières de procéder. Et la psychologie du travail et des organisations s'intéresse justement à cette question qu'on aborde depuis ce matin de l'acceptabilité de l'outil et de l'identification des représentations, des attitudes, des leviers et des freins psychologiques. Donc je vais vous parler d'une expérimentation, effectivement, d'une implémentation d'un ergosquelette au sein d'un foyer d'accueil médicalisé, une maison spécialisée dans l'accueil de résidents adultes handicapés. Je vois Madame Dupuis, que je remercie pour le projet, la collaboration, l'opportunité qu'elle a offerte à ce sujet. Et donc, je vois aussi Aurélie, que je félicite pour le travail accompli. Aurélie, qui est donc l'étudiante en master de psychologie du travail et des organisations, qui a suivi le projet, accompagné finalement sur le terrain le projet de cette implémentation de l'ergosquelette et qui a eu, je crois, un vrai rôle de stagiaire psychologue du travail dans l'accompagnement même du changement. Et puis aussi qui nous a permis justement aussi des interactions sur la compréhension de ces leviers et de ces freins à l'usage de cette technologie. Donc l'idée de l'implémentation, j'espère ne pas trahir les propos de l'objectif de cette implémentation, en tout cas c'était bien de préserver la santé physique des professionnels lors du transfert de résidents. On sait qu'il y a ils sont plus sujets à des troubles musculo-squelettiques, donc c'était de permettre d'utiliser cet outil pour réduire finalement les risques de développement de TMS et de réduire la fatigue musculaire liée à ces actions quotidiennes dans le travail. On a dans le projet essayé d'utiliser donc une approche mixte à la fois d'une mesure, d'un recueil des représentations et des attitudes par le biais de questionnaires et par le biais de focus group, donc une analyse qualitative de ces attitudes avant et après l'implémentation justement de l'outil. Je vais essayer d'être simple, synthétique dans les quelques pistes, les quelques résultats qui peuvent éclairer la manière dont justement on peut identifier le levier et les freins psychologiques à un changement quel qu'il soit, quel que soit l'outil. Et puis peut-être dire premièrement qu'il y a eu dans le premier temps de mesure une réflexion sur la représentation même de ce que pouvait être un ergosquelette qui s'appelait initialement dans le produit, dans l'outil, exosquelette. Et si je vous demande, peut-être vous, qu'est-ce que peut être un exosquelette ? L'exosquelette était perçu par les salariés plutôt comme quelque chose de robotisé. On avait l'idée d'une machine, voilà. Donc pour ceux qui n'avaient pas pris conscience qu'on était sur un outil, finalement, quand il y a eu la présentation de l'outil, il y avait presque, pas une déception, mais en tout cas un décalage entre la représentation qu'il se faisait de l'exosquelette, ce qui a fait nous amener Madame Dupuis a décidé de renommer finalement l'outil ergosquelette, puisqu'on est, pour votre connaissance, plutôt sur l'idée, je reprends là les verbatim des professionnels, on est plutôt sur l'idée d'un baudrier d'escalade, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de sangles qui répartissent la charge lors du poids, le poids lors de la charge, lors des transferts des résidents. Et donc, on a interrogé ces professionnels avant et après l'implémentation de l'outil. Je vais essayer d'utiliser un modèle théorique que nous utilisons dans cette question de l'acceptabilité de l'outil pour faire ressortir les principales dimensions à investiguer pour toute implémentation d'un nouvel outil.
et d'illustrer ça avec ce qui s'est passé sur le terrain. Dans ce modèle, il nous dit que, voilà, que c'est primordial dans tout changement, dans toute implémentation d'outils, de questionner les attitudes. Les attitudes, c'est quoi? C'est les représentations, c'est la confiance que le salarié peut accorder à l'égard de l'outil, c'est les convictions qu'il peut permettre l'atteinte de l'objectif, convictions plus ou moins positives. Dans le projet, au premier temps de mesure, on s'est aperçu qu'il y avait une forme d'ambivalence, que malgré les objectifs tout à fait louables de la mise à disposition de l'outil, mais ce n'était pas gagné sur finalement l'utilisation de l'outil en question. Donc il s'agit de creuser un peu plus précisément ces attitudes avec d'autres dimensions, notamment d'aller investiguer les perceptions d'utilité perçues, enfin les perceptions d'utilité de l'outil. Donc en l'occurrence, c'est est-ce que effectivement les salariés perçoivent bien précisément que l'outil qui va être mis à leur disposition va préserver leur santé, va être une réelle assistance justement dans ces transferts de résidents, va diminuer réellement leur fatigabilité, leur fatigue musculaire. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait des différences, notamment en fonction de l'âge. Donc les salariés les plus jeunes étaient finalement les plus sceptiques sur cette perception d'utilité, comparativement aux plus âgés. Donc l'interprétation était que les plus âgés expérimentaient déjà des formes de douleur, donc ils voyaient plus rapidement l'utilité de l'outil, et les plus jeunes étaient plus sceptiques parce qu'on était plutôt pour eux sur de la prévention primaire, donc une prévention un peu plus distale. Dans toute implémentation comme ça, quand on recherche à identifier les leviers et les freins, il faut aussi questionner la facilité d'usage, ce qui est en lien avec l'intention d'utiliser l'outil. En l'occurrence, c'est est-ce que l'outil est ergonomique, quels vont être les niveaux d'effort à déployer pour utiliser l'outil. Et pour l'ergosquelette, il y avait cette question justement des réglages, puisque l'outil est ergonomique, mais nécessite un réglage approprié pour vraiment le rendre efficace. Et donc ça, c'était un des principaux freins d'ailleurs à l'utilisation d'outils. C'était cette question, au départ, Mme Dupuy a mis à disposition quelques ergosquelettes dans une phase test d'expérimentation. Et le fait de passer l'ergosquelette d'un individu à un autre nécessitait des réglages pour l'adapter à la morphologie. Et ça c'était un des freins, notamment liés à l'usage. Donc après, il a été convenu, si je vais plus loin, il a été convenu que justement, tous ceux, puisque c'était sur la base du volontariat, tous ceux qui aujourd'hui souhaitent utiliser l'ergosquelette puissent disposer, c'est-à-dire une personne, un outil. Voilà, donc ça a permis aussi de répondre à cette question. Il y avait aussi des problématiques un petit peu d'hygiène, c'est-à-dire que c'était la question du port de l'outil, avec peut-être un peu de transpiration, enfin comment on passe d'un individu à l'autre, on s'assure que... Donc c'est plus simple en fait d'allouer un ergosquelette à une personne. Dans les modèles d'acceptabilité, il convient aussi d'évaluer les conditions organisationnelles et collectives facilitatrices dans l'usage. Donc là, on parle de l'influence sociale. C'est finalement ni plus ni moins comment on perçoit que la direction est soutenante vis-à-vis de cet outil et comment les pairs aussi perçoivent. Donc c'est un petit peu... est-ce que les collègues considèrent que c'est un outil qui est important, qui est intéressant et vraiment utile? Donc c'est ce que j'appelle moi l'effet de groupe en fait. Et dans tout changement, il convient de mesurer ce climat un peu collectif et d'aller chercher aussi à identifier les personnes qui expérimentent positivement l'outil pour pouvoir faire en sorte de s'appuyer sur ces individus, qu'ils soient le relais, le vecteur d'une communication positive à l'égard de l'usage de l'outil. Et puis, il y a évidemment dans toute implémentation d'outils aussi les conditions de formation. Donc là, il n'y avait pas une formation. C'est pour ça que moi, j'aime pas quand on parle de petit outil. C'est un outil fondamental pour la préservation de la santé physique. C'est pas un petit outil. Par contre, là où peut-être tu avais raison, Bernard, c'est que c'est pas un outil qui nécessite un grand développement de compétences, hormis le fait de savoir bien régler son ergosquelette. Il n'y a pas besoin de compétences numériques ou de compétences techniques propres, mais dans toute implémentation d'outils, il faut quand même questionner justement la question des ressources, du soutien technique tout au long de l'expérimentation pour s'assurer que le salarié ait bien les compétences à l'usage de l'air. Alors là, en l'occurrence, pour l'ergosquelette, certains n'étaient pas forcément toujours très à l'aise pour se dire est-ce que je le fais bien, est-ce que je règle bien mon ergosquelette pour vraiment retirer le maximum d'effet.
On a, peut-être juste pour conclure, parce que je sais qu'il faut que j'aille un petit peu plus vite, mais dans cette phase d'expérimentation, comme je l'ai entendu ce matin aussi sur d'autres outils, vraiment laisser l'expérimentation sur la base du volontariat. Alors ça questionne un tout petit peu, notamment parce que dans l'étude, on a eu un temps avant et après, puis on s'est retrouvé avec des gens qui, on a mesuré les attitudes après, mais c'était des personnes qui n'avaient pas expérimenté l'ergosquelette. Et ça pose peut-être un peu de problème quand même, parce qu'on reste sur des a priori. Et donc, si on laisse la latitude décisionnelle à utiliser l'outil, peut-être, c'est une question, peut-être faut-il quand même rendre obligatoire la phase de test pour pouvoir ensuite qu'ils puissent prendre conscience de l'intérêt ou non, de pouvoir en retirer un choix conscient et raisonné sur cette question des utilités et tout. Et donc voilà, pour conclure, dans tout changement, quel qu'il soit, dans toute implémentation d'outils, il y a vraiment, et là je prône la valeur ajoutée de la psychologie du travail, un travail étroit à faire sur cette question des perceptions, des représentations, des attitudes à l'égard de l'outil. Et même si on pense que l'outil va servir et que finalement on se dit c'est évident qu'ils vont accepter parce que ça optimise leurs conditions de travail, ça préserve leur santé, ça va augmenter leur performance. Mais non, je crois que c'est un accompagnement qui doit se faire au plus proche de ces représentations, et notamment pour identifier justement tous les freins et les lever au fur et à mesure de l'implémentation. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement au changement, mais qui va vraiment en amont d'une implication des salariés, d'une bonne communication, et puis ensuite, même si on a bien communiqué, d'un accompagnement et d'une mesure de ces attitudes. Voilà, je pense que... Ouais, les filles sont très bavardes, mais après je passe le micro. C'est juste le concept du fossé que je ne remets pas en cause, mais comme l'image a été utilisée, très sincèrement, en tant que dirigeant, je pense que si on prend cette image du fossé, il faut bâtir des ponts. En fait, on ne peut pas en rester à ce constat, et ce n'est pas l'objet. Et je pense véritablement que, au-delà de tout ce qu'on a pu écrire sur l'entreprise libérée, en étant vigilant sur les effets de bord que ça va avoir et puis que ça peut avoir, et aussi sur la mauvaise utilisation qu'on pourrait en faire, parce qu'on peut avoir un objectif tout à fait caché quand on revendique l'entreprise libérée dans son entreprise. Je pense véritablement que c'est un outil formidable, parce que autonomiser des équipes, ça oblige le manager et les équipes à se parler, à se rencontrer, à se mettre d'accord sur le cadre d'autonomie qui va être le leur, et à changer notre positionnement avec des équipes à qui on va dire « mais je te fais confiance, parce que tu sais, parce que tu es en capacité de le faire, donc vas-y, je te fais confiance ». Donc il y a un lien de confiance du manager vers ses équipes, mais aussi des équipes vers le manager, qui te dit « mais il ne me refile pas le bébé, en fait, il ne me refile pas le boulot pour se libérer, lui, du temps, parce qu'en fait, il va être toujours accessible en qualité de coach ou d'aidant. Enfin voilà, il aura toujours cette expertise, il ne disparaît pas le manager, juste il change sa posture. Et là, je pense qu'en effet, on arrivera petit à petit à avoir des constats partagés et puis cette notion du fossé entre nos vues. Et puis je voulais juste aussi redire que sur les outils qui prennent du temps, les outils qu'on n'a pas envie d'essayer, moi je suis bien d'accord, il y a des outils qu'on va rejeter, parce qu'in fine, ils n'auront pas fait le chemin qu'ils avaient à faire, ni la preuve de leur valeur et de leur acceptabilité. Et puis, il y a aussi nous à interroger. Je pense que, on doit se laisser le temps d'accompagner le changement. On veut faire tout vite. Ben non, le changement, qu'il soit organisationnel ou technologique, il demande du temps. On n'a pas tous le même niveau d'acceptabilité quand on nous impose un changement, et je pense que ça parle à tout le monde. Et puis, il faut parfois aussi savoir accepter qu'on re-questionne notre organisation. Un nouvel outil, ça re-questionne son organisation. Est-ce que je suis capable, avant de le rejeter parce qu'il bouge mes lignes, de me dire est-ce que je peux repenser mon organisation mieux qu'aujourd'hui grâce à cet outil? Puis si on ne passe pas tous ces filtres-là, en effet, l'outil, on ne s'en sert pas. Et je veux juste enfin terminer sur le fauteuil en disant, on a bien entendu qu'à un moment donné, même s'il était très utile, son design n'était pas acceptable. Et bien, parfois, vous avez des outils qui sont aujourd'hui déjà très utiles, déjà très soulageants pour nos professionnels,
Mais le design, qu'est-ce que c'est moche. Donc ça aussi, à un moment donné, il y a un travail à faire. C'est pas parce que c'est utile et soulageant que ça peut être moche. Peut-être qu'on peut aussi travailler sur le côté accueillant, on le voit avec le fauteuil de l'outil. Voilà. Merci, je crois qu'on va être obligé de nous taire pour peut-être prendre une question ou deux rapides dans la salle. Rapide la question, la réponse sera évidemment proportionnelle à la taille de la question. Oui. Oui. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions qui étaient très très claires. J'avais une question à vous poser, Madame Chevalier, par rapport à l'implémentation de l'ergosquelette, si je le prononce bien. Qu'est-ce qui a amené l'usage de l'outil? J'entends par là, est-ce que c'est la direction qui a importé ou qui a demandé à ce que l'outil soit utilisé, ou est-ce que ça venait des salariés ou d'où venait la demande en fait initiale? Je n'ai pas une connaissance assez fine de l'historique, mais je crois connaître un peu Madame Dupuis maintenant, et je sais qu'elle elle fait partie vraiment de Vive 3 avec cette idée de promouvoir justement les nouvelles technologies au service de son personnel. Et c'est Madame Dupuis qui a eu l'idée et qui a suggéré de mettre à disposition cet outil auprès de ses professionnels. J'espère ne pas me tromper. Réponse rapide. Question rapide. Allez, une dernière. Allez, Thibault, oui, vas-y. Oui, bonjour. Je me demandais, en fait, ce que vous avez décrit, vous avez parlé des obstacles en fait, qu'il peut y avoir quand on veut déployer une technologie ou quand on veut s'en servir comme une condition d'activité. Vous avez parlé des représentations, des conditions d'usage. Je me demande, quid des cultures professionnelles, des cultures des groupes professionnels. Je pense notamment, souvent, on voit des innovations qui visent à réduire la pénibilité, augmenter la productivité. Quand on interroge les potentiels utilisateurs, les groupes professionnels, ils ne sont pas toujours aussi attirés par même la baisse de la pénibilité. Si on pense aux artisans du bâtiment, ce n'est pas quelque chose qui est toujours vu comme quelque chose de positif, de réduire la pénibilité du travail. Il y a des groupes, pour des raisons diverses et variées, qui aiment que le travail fasse mal. Et sinon, c'est pas du travail dans certains groupes professionnels. Et donc, je me demandais, en l'occurrence ici, notamment, est-ce qu'on ne voit pas chez certains potentiels utilisateurs une volonté du management d'augmenter la productivité, peut-être au détriment de certains aspects qui sont plus valorisés par le groupe professionnel, la relation humaine, le contact avec les patients, etc. Vous me laissez répondre, mais ça parce que c'est une question qui a l'air d'être... bien sûr. Non, ça me fait penser juste parce qu'effectivement, vous avez quand même évoqué qu'il y a certains groupes professionnels pour lesquels, dans leur représentation du travail, la souffrance fait partie. Je sais pas, du processus naturel. Ça me fait penser à la difficulté de faire intervenir je sais pas, les métiers autour des conditions de travail, par exemple dans le métier de la danse ou de l'opéra. Parce que la souffrance fait partie effectivement d'une forme de représentation du génie dans l'art. Mais parfois c'est aussi ce qu'on entend dans la formation de certains professionnels de santé aussi, où il y a une espèce de violence symbolique qui doit faire partie du lot, sinon c'est pas vraiment le vrai métier. Et oui, vous avez entièrement raison. Je pense que l'essentiel pour nous, c'est de discuter en fait des objectifs de l'intégration d'une nouvelle technologie, parce que si jamais, en tant que directeur, on se dit que ça va augmenter la performance économique et qu'en vérité, ça réduit l'autonomie ou ça provoque des effets secondaires qui sont maléfiques pour le personnel, c'est qu'il y a une intention cachée. Donc oui, l'enjeu, en vérité, c'est de discuter de l'introduction d'une nouvelle technologie. C'est un peu ce que tu as évoqué. Je trouve ça très intéressant. On est d'accord pour discuter des objectifs de l'introduction d'une nouvelle technologie. Et puis surtout, on peut arbitrer quand, par exemple, l'introduction d'une nouvelle technologie n'aurait que le soulagement comme objectif et pas forcément la rentabilité économique. Donc ça, finalement, ça renvoie à une question qui est plus compliquée, c'est l'engagement de la direction vis-à-vis de son personnel et de son établissement. S'il n'y a pas une autre question, moi j'en ai une
Attends, on avait une, Evelyne, mais juste quand même par rapport à notre collègue Thibault, notamment peut-être Madame Chéreau, par rapport à l'image que vous avez prise, que vous dites en fait quand on observe des fossés, ce qu'il faudrait c'est créer des ponts. Ça rend perplexe le sociologue, en tout cas ça pose la question de savoir est-ce que les salariés veulent vraiment des ponts ou est-ce que les salariés, ce qu'ils ne veulent pas en priorité, c'est retrouver du sens, de l'attractivité, parce que finalement, ce qu'on observe, c'est que la divergence et parfois la différence de point de vue, elle est inhérente au monde du travail et c'est finalement pas très très grave. Donc c'est une simple question et je cède la parole à Evelyne. Alors, si c'est une question, du coup, je me permets 3 mots de réponse. Et là, c'est l'éternel optimiste qui répondra. Pour moi, ça ne s'oppose pas. Les ponts et le sens, pour moi, ça va ensemble. Si je crée des ponts, je donne du sens. Qu'il y ait du débat dans nos sociétés, dans nos entreprises, comme dans la société, c'est sain. Je ne vise pas à ce qu'on soit tous d'accord, je vise à ce qu'on se parle, qu'on arrive à des consensus productifs et des consensus surtout où on prend soin des uns des autres. Et véritablement, l'objectif n'est pas qu'il y ait une tête. Bon, sinon, ça fait longtemps, je pense que je ferai un autre métier parce que vraiment, on se rend très vite compte que ce n'est pas possible. L'objectif, c'est qu'on se parle et qu'on bâtisse ensemble. Et je pense qu'en effet, on n'est pas à la première crise dans le monde de l'entreprise, ce n'est pas la dernière. Et celle-là se résoudra compte tenu des attentes des générations actuelles par le faire ensemble, voilà, et par la confiance réciproque qu'on s'accorde. Oui, une question très courte. Dans la continuité de ce que M. Spiasnerny a dit, parce que vraiment, je rêvais de rebondir là-dessus, parce que je me disais que peut-être on va réduire, je dirais, l'épuisement des professionnels de santé. On va sûrement, à un moment donné, être à la recherche de managers, parce que vu la pression qui s'exerce sur les managers, moi, c'est une vraie interrogation, et je me disais que le prendre soin de ces personnels, et nous aboutissons à ça, nous, dans les études que nous menons. On a fait longtemps le focus sur les responsabilités individuelles, puis après les responsabilités managériales. Puis, in fine, on se dit, mais en fait, quand même, il faudrait peut-être restituer à l'organisation, je dirais, eh bien, la responsabilité de se prendre soin de ces professionnels. Et on croit plus à une théorie du ruissellement vertueux, qui peut d'ailleurs, à un certain degré de maturité de l'organisation, ça peut remonter. Mais avant que ça remonte, encore faut-il que l'organisation peut-être porte des orientations vertueuses. Vous voyez, vous évoquiez, madame, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, même l'autonomie des collectifs de travail. Mais les collectifs de travail, soit on fait le pari, je dirais, du recrutement, et c'est un coup de poker en fait. Est-ce qu'on va pouvoir éviter le recrutement de managers toxiques ? On minimisera le risque de se tromper si l'organisation porte dans son ADN, stratégiquement, pas la cerise sur le gâteau, des orientations qui sont en faveur de se prendre soin. Vous êtes dans notre objectif. Simplement, on l'a inscrit dans le moyen terme parce qu'on sait très bien que ça va nous prendre du temps. Aujourd'hui, on a, comme tout le monde, développé des petits outils de com. On a un petit fascicule sur les avantages à être salarié chez Vive 3 Centre Val de Loire. Du coup, je fais un peu ma pub. Et ben, dedans, vous avez notre révolution managériale autour de l'autonomisation des équipes. Et demain, quand on recrutera des cadres, ils auront obligatoirement une formation. Pour ceux qui ne connaîtront pas le principe d'initiation à l'autonomisation des équipes, comment je suis manager quand je travaille avec des équipes autonomes, et les salariés sauront, quand ils postuleront chez nous, que en fait, ça fait partie de notre ADN. Donc je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire. Je crois qu'on a trop déjà dépassé, donc on va s'arrêter là. Et tout à l'heure, dans les couloirs, vous pourrez continuer la discussion. Merci à tous.